Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et cette toute nouvelle analyse de coach. Le format de vidéo que vous adorez où je prends comme modèle l'une d'entre vous qui m'a rempli tout un questionnaire bien personnalisé et je viens analyser un petit peu ce qui cloche, ce qui empêche d'atteindre son objectif à cette personne en analysant ce qu'elle fait au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, etc. etc. Et j'essaie d'apporter maximum de conseils, de réponses par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on va voir le profil de Céline, 31 ans, qui stagne actuellement dans ses objectifs. Hop là, allez, il n'y a rien qui va. Vous remarquerez, changement de décor, je suis actuellement avec un petit qui est très fin. Si vous avez suivi un petit peu mes stories Instagram, j'ai déménagé et là je me trouve actuellement dans la chambre de Noah qui n'est pas finie du tout parce qu'on a déménagé mais il n'y a pas grand chose de terminé. C'est un bébé grogneur. La maison n'est pas terminée, mais voilà, on a décidé d'emménager, on avait hâte. Il reste quand même pas mal de choses, surtout au niveau de l'ameublement et surtout notre bureau avec Alan. Et du coup, en attendant que le bureau soit fait, eh bien, j'ai installé mon petit setup dans la chambre de Noah, vu qu'il s'en sert pas encore sa chambre. Donc voilà, d'où le nouveau petit décor. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite à analyser le profil de Céline. Je vais vous mettre en écran partagé. C'est parti. Donc au niveau du profil, Céline a 31 ans, elle mesure 1m64 et pèse actuellement 61 kg. Elle est juriste. On a des photos, donc ça c'est vraiment top pour bien faire une analyse complète. Et objectivement, vraiment il n'y a pas énormément de gras au global sur la silhouette de Céline. On va voir que parmi ses objectifs, juste après, l'un de ses objectifs c'est de perdre des cuisses, perdre du gras au niveau des cuisses, donc c'est largement faisable parce qu'il y a quasiment rien à perdre. Par contre, on voit qu'au niveau de la structure osseuse, les genoux en fait rentrent vers l'intérieur. Ça c'est quelque chose d'assez commun au niveau des femmes par exemple. Moi je suis concernée, j'ai vraiment les genoux qui se touchent alors que mes jambes sont droites. Et ça peut rendre l'illusion du coup que l'intérieur des cuisses est gras parce qu'il va facilement se toucher en fait de par l'inclinaison osseuse. Pendant un temps c'était vraiment un goal d'avoir cet espace là, cet écart entre les cuisses. Mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de la morphologie osseuse qu'on ne peut pas modifier et après la répartition du gras. En tout cas c'est une excellente base de silhouette. Donc les objectifs comme je vous disais c'est de perdre du gras de manière globale. On a vu il n'y a pas grand chose à perdre donc c'est complètement réaliste et faisable. Objectif numéro 2, affiner mes cuisses. Pareil. Objectif numéro 3, gagner en volume musculaire au niveau des fessiers. Donc voilà les trois objectifs. Maintenant, si elle fait de l'analyse, on va voir un peu sa stratégie actuelle parce que ça veut dire qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs qui pourtant, au vu de la silhouette, ça semble être vraiment des objectifs complètement atteignables et faisables avec bien sûr une stratégie adaptée. Donc on commence à analyser un petit peu ce qu'elle fait au niveau de son alimentation. Alors, elle dit qu'elle essaye de manger équilibré en instaurant un déficit calorique. Déjà, manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, j'arrête pas de le dire, mais c'est important, je pense, parce que c'est trop couramment employé sans un véritable sens derrière, un petit. Manger équilibré, en réalité, ça veut dire avoir une répartition des macronutriments équilibrée et adaptée, c'est-à-dire manger suffisamment de protéines, glucides, lipides en fonction de soi. Bon, on a fini de manger. J'essaye de peser mes ingrédients et de suivre mes macros, mais je peine à être régulière sur ce point parce que faire à manger pour moi et mon conjoint me complique la vie pour peser, surtout que nous n'avons pas du tout les mêmes besoins. Parce que c'est sûr que si on veut être en déficit calorique, ça nécessite de savoir ce qu'on mange. T'arrêtes pas de gazouiller mon petit, t'arrêtes pas de gazouiller. Et pour savoir combien on mange pour pouvoir ensuite diminuer de manière progressive, ça nécessite de peser ces aliments, particulièrement ces glucides, les féculents, il faut les peser. Donc ça c'est une excellente méthodologie. Maintenant si tu peines à être régulière, peut-être que tu utilises une méthode pour suivre ta diète, pour suivre tes macros qui ne te convient pas parce qu'il existe beaucoup de méthodologies pour suivre une diète. L'alimentation flexible, le fait de tout traquer dans une appli, manger tous les jours la même chose, suivre un plan alimentaire strict, faire des équivalences alimentaires comme je le fais, comme je recommande de le faire à mes coachés. Donc en ça peut être intéressant d'essayer d'autres méthodes pour voir celle qui te convient le mieux parce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien donc il faut que ce soit quelque chose qui soit réaliste, qui soit simple à mettre en œuvre même si vu que c'est nouveau au début c'est toujours un peu inconfortable
mais si ça convient, on prend vite le pli et c'est largement gérable. Maintenant, au niveau de ton problème, étant donné que tu cuisines pour toi et ton conjoint et que c'est compliqué de répartir parce que vous n'avez pas les mêmes besoins, je comprends que ça peut être compliqué, mais en fait, il existe une façon de faire qui est très très simple. C'est par exemple ce que je fais au quotidien pour cuisiner pour moi et Alan, parce qu'on ne mange pas, nous non plus, les mêmes choses, surtout au niveau des féculents. C'est ça qui change principalement. C'est vraiment très 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 courant quand dans un couple que la femme va avoir des besoins un peu moins importants, mais c'est également le cas entre par exemple deux filles et entre deux garçons. On n'a pas tous le même métabolisme, on n'a pas tous le même poids de corps et les besoins vont changer par rapport à ça. Donc moi ce que je fais et ce que je te recommande de faire qui pourrait peut-être te convenir, c'est que déjà au niveau de la viande, au niveau des légumes, ça on fait tout pareil. Donc en général je double simplement et puis on se répartit moitié-moitié. Au niveau des féculents, je les fais à part, donc dans une casserole, dans une riseuse, à la air fryer, voilà. Je pèse cru ce que je prépare. Moi par exemple actuellement, pour donner des chiffres concrets, hein, comme ça sera plus simple, moi je mange 60 grammes de riz pesé cru et Alan il est à 120 grammes de riz pesé cru. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens faire 180 grammes de riz au total cru dans ma casserole, je le fais cuire, je pèse ce que ça donne cuit et ensuite je fais simplement un produit en croix. Je prends mon iPhone et hop, produit en croix et ça me met combien de riz cuit en fait je dois avoir pour par exemple 120 grammes de riz cru. Ça peut paraître compliqué là parce que je l'explique peut-être mal, mais en gros produit en croix, voilà, c'est très très simple avec une calculatrice. Ça simplifie vraiment la vie. Après ce qu'on peut faire aussi, sans se prendre la tête, si les quantités conviennent, c'est que moi je mange par exemple un tiers de la préparation, donc on peut très bien faire à l'œil et diviser en 3 comme ça avec une spatule. Moi je me mets un tiers et je donne les 2 tiers à Alan. Voilà, c'est des façons de faire, c'est pas un problème isolé. C'est en réalité, enfin c'est pas vraiment un problème même, hein, mais c'est une réalité, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas et que je te recommande d'essayer de faire. Maintenant d'ailleurs on va voir un petit peu la journée type de Céline, elle me l'a détaillée et du coup j'ai tout quantifié pour essayer de voir le total calorique et surtout la répartition en macros pour voir si c'est vraiment équilibré. Déjà ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas beaucoup de repas sur la journée. Déjà le matin c'est seulement un café donc on peut pas considérer que c'est un repas. Le midi il y a un bon repas. C'est une salade en gros qu'elle se fait très régulièrement. Le snack, alors le snack il est assez approximatif parce que c'est pas tout le temps la même chose tous les jours. Elle boit un shaker de whey seulement après ses entraînements. On verra qu'elle s'entraîne pas tous les jours et seulement 3 fois par semaine. Elle mange parfois quand elle a faim une pomme en fin d'après-midi, mais parfois elle intervertit et elle mange à la place du comté. Donc moi j'ai essayé de compter une journée où elle mange de la whey et elle mange une pomme parce que c'est compliqué sinon ça change trop et en plus ce n'est pas équivalent une pomme avec du comté. Non mon nounou, c'est pas du tout la même chose, ça se vaut pas en termes de macros. Donc il a fallu faire un choix moi pour quantifier, voilà j'ai fait comme ça. Et le soir, gros repas par contre à 1200 calories, donc ça c'est vraiment un big repas qui vient un peu comme rattraper les repas qui n'ont pas été faits sur la journée, parce que moi je recommande absolument et surtout quand on veut faire un déficit calorique de faire 4 repas par jour. Alors ça effraie souvent des personnes quand je le dis parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne prend pas de petit-déj. Il y a beaucoup d'adultes qui passé les 20-30 ans, ils ne goûtent plus parce que c'est une habitude qu'ils perdent, qui fait un peu enfantin ou quoi. Mais c'est très important dans la gestion de l'énergie sur la journée, la gestion de la faim et surtout dans l'équilibre des macros sur 24 heures. Si on ne mange pas 4 repas, c'est très compliqué d'atteindre son total calorique et ses besoins en macronutriments, particulièrement en protéines. Ça c'est le problème que je rencontre le plus avec les filles qui viennent me voir pour des coachings. Donc on va voir ça, mais qui va la sauver Céline, c'est qu'elle fait des maxi repas je pense. Mais on va voir ça juste après. Donc je recommande absolument de faire 4 repas, même si le petit-déj et le snacks peuvent être des petits repas, hein. Pas besoin de se faire des repas très lourds,
surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est l'idéal vraiment pour surtout quand on veut perdre du gras. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où on ne mange pas tous les jours la même chose, ou de temps en temps on mange un fruit ou du fromage, ça change tellement, surtout au niveau des quantités, ça change tellement les macros sur la journée qu'on ne peut pas être en déficit calorique. Donc déjà, je peux dire que Céline, son déficit calorique, c'est pas trop ça, mon petit chat. Ce que je peux dire aussi, en voyant sa journée type, c'est que de se faire un aussi gros repas sur la soirée, sur le dîner, c'est pas top au niveau digestion, surtout avant de se coucher. Mais bon, ça c'est vraiment un peu en dehors des objectifs, mais c'est quand même important de le signaler. Et aussi, j'ai comme l'impression, Céline, si jamais je suis dans le juste ou je suis dans le faux, tu me diras en commentaire, n'hésite pas à me dire. Ce plan, en fait, il me laisse une impression un peu d'anarchie. Ça me fait dire que tu rentres ce que tu manges dans une appli. Parce que c'est tellement déstructuré sur la journée et j'ai l'impression qu'arrivé au soir, il te manque des trucs et du coup, ça devient un repas un peu fourre-tout où tu essayes de combler tes macros et les repas ils ressemblent un peu plus à des repas conventionnels. C'est ça que ça me fait dire. Après peut-être que je me trompe et que c'est une volonté de base de répartir ce que tu manges comme ça. Il faut savoir que voilà, ça peut être améliorable, mais ce qui compte au final, c'est le total sur la journée. Après, la répartition sur la journée, voilà, je vous l'ai dit, ça peut jouer sur la gestion de la faim, de l'énergie, etc., etc. Mais si les macros sont atteints à la fin de la journée, on peut faire un petit peu ce qu'on veut quelque part. Mais ça peut avoir quand même un impact de mal répartir ses repas sur la journée. Maintenant, voyons justement au niveau de la répartition des macros. Au niveau des protéines, tu consommes actuellement 150,6 g de protéines par jour. Les journées où tu consommes de la whey, celle que j'ai quantifiée du coup. De manière générale, on recommande de consommer autour des 1,6 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps quand on pratique une activité physique ou que l'on souhaite transformer sa silhouette comme c'est le cas pour toi, que ce soit en perdant du gras ou en prenant du muscle. Dans ton cas, moi je t'aurais recommandé du coup de te situer dans la fourchette entre 97,6 g et 122 g de protéines par jour par rapport à ton poids de corps. Donc tu en consommes beaucoup trop et ce n'est pas utile d'en consommer autant. Par contre, si on regarde les journées où tu ne consommes pas ton shaker de whey, hors journée d'entraînement, eh bien tu redescends à environ 130 g de protéines, ce qui se rapproche du coup de la fourchette haute des 122 g de protéines par jour. Donc c'est déjà beaucoup mieux, mais tu peux encore un petit peu réduire pour te situer dans la bonne fourchette. Et déjà, ça passe par réduire par exemple tes 250 g de poulet le soir. C'est quand même une quantité assez importante et tu peux réduire à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai envie de faire une petite parenthèse concernant le shaker de whey ou de manière globale la protéine en poudre parce qu'il existe aussi des protéines végétales. Il faut vraiment se dire que les protéines en poudre, c'est des aliments comme les autres. C'est une source de protéines comme une autre. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup encore de personnes qui ont un mauvais a priori sur le fait de prendre des protéines en poudre. Elles ont l'impression de se doper un petit peu et elles voient ça comme quelque chose qui n'est pas normal de consommer, surtout quand on est une femme. Voilà, je sais pas d'où vient cette idée reçue, mais elle a la vie dure. Et il faut se dire que boire un shaker de protéines après un entraînement, il va rien se passer d'incroyable. Moi, je recommande pas de faire ça. Je recommande par contre d'utiliser et d'intégrer les protéines en poudre dans son alimentation au quotidien si on a du mal à manger suffisamment de protéines, de quantité de protéines par jour par rapport à nos besoins pour atteindre nos objectifs. Par exemple, si vous avez du mal à atteindre vos quotas de protéines avec des aliments classiques, style viande, poulet, jambon, steak haché, œufs, source de protéines végétales, tofu, tempeh, seitan, etc., etc. Et bien là, les protéines en poudre, elles ont tout leur intérêt et elles sont à utiliser et à considérer comme un aliment classique, comme on utilise de la farine par exemple dans des recettes. Moi je recommande, parce que c'est aussi mes préférences et que j'ai l'impression que ça passe mieux
pour les gens de manger la protéine en poudre dans une recette, de l'intégrer dans une recette de snack, dans une recette de petit-déj, dans un smoothie. Ça passe mieux que de se faire un shaker. Après, il y a des personnes, ça ne les dérange pas du tout de se faire des shakers, surtout si elles trouvent des protéines qui, au niveau des arômes et tout, leur plaît bien. Mais sachez qu'il y a une alternative au shaker de protéines et que il ne faut pas juste les jours d'entraînement consommer, mais bien au quotidien, si c'est nécessaire pour manger suffisamment de protéines. Voilà, petite parenthèse. Au niveau des lipides, maintenant, tu es à 61,5 grammes et il est recommandé de consommer autour des 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc pour toi, ça donne entre 48,8 et 61 grammes pour ton poids de corps. Donc toi, tu es à, j'ai dit 61,5. Bon, tu es dans la limite haute du coup de la fourchette, mais ça reste acceptable. Honnêtement, ça va. Ah oui, par contre, je viens de penser que les 61,5 grammes par jour, c'est les journées où tu ne manges pas à la place de la pomme de l'après-midi tes 30 grammes de comté. À partir du moment où tu manges 30 grammes de comté, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, c'est 10 grammes de lipides, bah là tu passes à 71,5 grammes et là ouais, c'est beaucoup trop haut. Donc à ce moment-là, ça déséquilibre complètement ta journée. Donc c'est en ça que je te dis que tu n'es pas en déficit calorique à partir du moment où c'est trop changeant comme ça et surtout non équivalent. Pour les glucides, maintenant tu es à 231,4 g de glucides par jour. Bon là, il n'existe pas de fourchette de recommandation parce que c'est des quantités qui varient énormément en fonction des personnes, en fonction des périodes, de l'objectif, etc., etc. Je pense qu'il serait nécessaire de mieux répartir tes glucides par rapport à ton activité parce que on va voir maintenant la partie entraînement, mais tu fais des entraînements, tu fais du cardio et là sur la journée, sur tes 231 grammes de glucides, tu en manges 154 avant de te coucher. Et il vaut mieux quand on pratique une activité physique, manger des glucides avant et pas s'entraîner à jeun par exemple. Si tu t'entraînes dans la matinée. Ça, c'est vraiment pas top. D'ailleurs, j'en profite, si jamais ça vous intéresse de débuter un coaching personnalisé avec moi, je vais vous mettre en description le lien vers la page de mes coachings où vous pourrez réserver une place pour débuter un suivi personnalisé pour que je puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Vous pourrez voir aussi en quoi ça consiste un suivi avec moi. Je vous explique un petit peu comment ça se passe sur la page de mon site. Si jamais il n'y a pas de place disponible parce que je débloque petit à petit, pas beaucoup de place, 1 ou 2 grand maximum, de temps en temps. S'il y a 0 place, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, à me suivre aussi sur Instagram directement. Et comme ça, je pourrais vous dire un peu quand est-ce que je prévois d'ouvrir une prochaine place en fonction de mon planning de coaching. Si jamais vraiment vous voulez réserver votre place et ne pas la manquer. En ce moment, j'ai beaucoup de mamans, toutes jeunes mamans qui sont en postpartum, qui veulent aussi se faire coacher. Je pense qu'il y a l'élan de ma série de vlogs de transformation postpartum qui motive pas mal d'entre vous. Donc ça, c'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le lien directement en description si jamais ça vous intéresse de débuter un coaching avec moi. Maintenant, voyons voir au niveau de la partie entraînement. Tu précises que de manière globale, tu fais au minimum 3 entraînements par semaine, dont une fois par semaine un entraînement de foot qui est plus axé cardio parce que tu fais de la course, du fractionné, et entre 2 et 4 fois par semaine, un programme de renforcement musculaire à la maison ou bien du HIIT. Donc déjà là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de programmation, que c'est un peu aléatoire et du coup que certainement il n'y a pas de logique de progression, tu ne cherches pas à progresser de séance en séance parce que c'est sûrement choisi de manière aléatoire. Voire même peut-être que tu fais tout le temps la même séance, les mêmes séances de HIIT en fonction du jour, ce que tu préfères et tout ça. Et ça, moi, c'est quelque chose que je recommande pas. Ensuite, tu précises que tu fais 1 à 2 heures de marche par jour pour promener ton chien et que dans tes projets, tu comptes te mettre à la course à pied de manière progressive à faible intensité dès que ton chien sera adulte d'ici 3-4 mois. Donc, tu aimerais encore plus axer du coup ces entraînements sur le cardio en intégrant de la course à pied. Par rapport à ton objectif, moi, je te recommande vraiment de te focus sur des entraînements de musculation, qui n'est pas le cas, j'ai l'impression d'après ce que tu me décris. Et je précise au cas où, si jamais c'est une crainte ou une peur, que la musculation, ce n'est absolument pas incompatible avec ton désir de perdre du volume au niveau des cuisses.
Il suffit pour ça de bien sélectionner des exercices pour mettre davantage l'accent sur le développement de ses fessiers et moins sur le développement de ses cuisses, donc de ses quadriceps. Pour ça, il va falloir éviter de sélectionner par exemple tout ce qui est exercice d'isolation des quadriceps, donc leg extension, squat en avançant les genoux, et au contraire plus se diriger vers du hip thrust, du soulevé de terre roumain, des fentes mais en adaptant vraiment son mouvement, par exemple en penchant le buste vers l'avant. En t'y prenant de cette manière, ça viendra cocher vraiment toutes les cases, parce que avoir peur de prendre des cuisses avec la musculation, c'est très courant comme peur. Il y a beaucoup de filles qui viennent vers moi pour un coaching et qui me disent attention, moi je veux surtout pas faire les cuisses parce que j'ai peur qu'elles grossissent, elles sont déjà grosses de base, je les aime pas, voilà. Ça c'est vraiment très courant, ce genre de discours, et il faut du coup que j'insiste sur le fait que c'est pas une peur qui est justifiée, parce que toutes les filles que j'ai pu coacher, et même les filles qui ont vraiment des facilités à prendre des cuisses par rapport à leur morphologie, elles ont vraiment un point fort cuisse, même ces filles-là, au fur et à mesure du coaching, en faisant des exercices adaptés comme je vous disais précédemment, eh bien elles perdent du tour de cuisse, elles perdent des centimètres. Parce que ce qui prend de la place au niveau des cuisses, c'est pas le muscle en fait, c'est le gras. Et quand on reste par exemple au même poids, mais qu'on progresse à l'entraînement, ça voudra dire qu'on prend un peu de muscle, des quadriceps, mais qu'en parallèle on perd du gras, et le gras prend plus de place que le muscle, ça va donc affiner les cuisses et en plus les rendre plus toniques au niveau de l'aspect global. D'ailleurs j'ai envie de vous raconter une petite histoire pour illustrer ça, parce que il y a beaucoup de personnes encore qui pensent que muscu égale faire grossir ses cuisses, et même des personnes qui ont une autorité dans leur domaine, et je trouve ça vraiment dommage de propager des idées fausses comme ça qui perturbent du coup beaucoup les filles que je retrouve en coaching après, parce qu'elles perdent du temps et qu'elles accordent leur confiance en fait en des personnes qui leur donnent de mauvais conseils tout simplement. Donc c'est l'histoire d'une fille que j'ai eue en coaching pendant pas mal de mois et qui au bout d'un moment a voulu stopper le coaching pour essayer de se débrouiller un petit peu par elle-même. Les mois sont passés et là récemment elle est revenue vers moi pour reprendre un coaching, parce que pendant cette période où elle a voulu se gérer seule, eh bien finalement ça a été un peu plus compliqué, elle a un peu décroché, perdu ses bonnes habitudes qu'on avait instaurées ensemble, et du coup elle a pris un peu de poids, et en regardant sur les réseaux sociaux, elle voyait beaucoup de filles qui parlaient du lipœdème au niveau des cuisses, et elle s'est demandé si elle n'en souffrait pas. Donc elle est allée voir une nutritionniste pour voir si elle faisait pas du lipœdème au niveau des cuisses. Cette nutritionniste lui a dit non, c'est pas du tout du lipœdème, c'est vraiment juste du gras, de la cellulite, voilà, et un peu de rétention d'eau. Et elle lui a dit que au vu de ses activités, c'est-à-dire elle fait de la musculation et du cheval, que ces deux activités faisaient grossir les cuisses parce que ça faisait prendre trop de muscles. Du coup, elle lui a recommandé de stopper ces deux activités et de se diriger vers du cardio. Donc vélo elliptique, marche ou course, et que comme ça elle réussirait à s'affiner au niveau des cuisses. Du coup cette fille que j'ai en coaching a suivi ces recommandations qui allaient un peu dans le sens des idées reçues qu'elle entendait un peu à droite à gauche, et elle a réduit sa fréquence d'entraînement en musculation, et pareil pour le cheval d'ailleurs. Et elle a fait beaucoup de cardio, mais elle m'a dit c'est la première fois de ma vie que je suis aussi active et que je fais autant de cardio. Eh bien, elle a pas perdu les cuisses, elle en a pris au final. Et moi je trouve ça fou d'entendre un tel discours venant d'un professionnel de santé en qui beaucoup de personnes ont une confiance aveugle, parce que c'est des professionnels qui ont vraiment une autorité dans leur domaine, et je trouve ça dommage du coup de répandre des conseils qui sont pas bons du tout, quoi, qui font perdre du temps, qui ont fait perdre du temps du coup à cette fille, et qui l'ont vraiment perdu en plus parce qu'elle savait plus du coup qui croire, quoi faire. Ça l'a un peu fait régresser dans ce qu'elle pensait être bien de faire au niveau de la pratique, de l'entraînement et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont propagées comme ça par des personnes qui pourtant ont des diplômes, mais c'est pas leur domaine, et elles ne devraient pas s'exprimer sur des choses qu'elles ne maîtrisent pas tout simplement, mais c'est le cas. Donc voilà, toujours essayer de faire un tri
dans ce qu'on entend et faire la part des choses et se renseigner aussi par soi-même. Je pense que c'est important. Pour en revenir à Céline, moi je te recommande vraiment au niveau de l'entraînement de faire 3 séances de musculation, pas du renforcement, HIIT, machin, ça j'en ai déjà parlé plein de fois, je recommande pas. Si c'est pour le plaisir, pourquoi pas, mais si c'est pour atteindre des objectifs comme tu les décris, c'est pas comme ça que tu vas les atteindre. Il faut vraiment se focaliser sur des entraînements de musculation, donc des entraînements avec charge, en sélectionnant bien tes exercices, comme je te disais, pour faire un focus fessier. Donc ça pourrait être par exemple 2 séances bas du corps, 1 séance haut du corps sur la semaine. Après, tu peux très bien continuer à t'entraîner à la maison. D'ailleurs, tu me décris le matériel que tu as à la maison. S'il fallait le compléter, moi, par exemple, je fais débuter les filles qui s'entraînent à la maison avec seulement une paire d'haltères réglables. Je recommande d'acheter des valises toutes faites avec une paire d'haltères réglables et un petit kit de petits poids pour commencer. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on progresse, eh bien, il faut compléter en achetant davantage de poids pour augmenter les poids à mesure qu'on progresse, vous avez compris. Tu as une barre de 8 kg, ça c'est top. Après, si le cardio c'est quelque chose qui te fait plaisir, par exemple avec ton entraînement de foot, en promenant ton chien, si c'est quelque chose qui te fait du bien, tu peux tout à fait continuer, mais il faut savoir que c'est pas en pratiquant le cardio que tu vas transformer ta silhouette. Il faut que ça reste du coup pour le plaisir, mais il faut pas que ça vienne prendre un peu la priorité sur tes entraînements de musculation qui, eux, vont vraiment t'amener à atteindre cet objectif. Donc si c'est ta priorité, il faut surtout pas les esquiver. D'ailleurs, tu m'as un petit peu donné quelques indications sur tes séances type, même si c'est des indications qui sont pas très détaillées. Par exemple, tu me dis que les séances, elles durent 30 minutes. Déjà 30 minutes, je pense que c'est plus des vidéos peut-être que tu suis ou quelque chose comme ça, parce que une séance de musculation, même s'il n'y a pas beaucoup d'exercices, il faut en faire suffisamment quand même pour que ce soit efficace, surtout si on s'entraîne que 3 fois par semaine, qui est une fréquence assez light. Le temps de s'échauffer, faut vraiment pas manquer l'échauffement. De charger ses petites haltères, voilà, de faire ses séries, toutes les séries par exercice, de prendre la récup entre chaque série, de finir par exemple du gainage, des abdos et tout ça. On dépasse largement les 30 minutes. Une séance de 30 minutes, c'est pas sinon très très efficace. Voilà, ensuite au niveau des exercices, tu mets par exemple squat, fente, curl, sans trop préciser ni le format, ni la charge, ni la fréquence ou quoi. Ce qui me laisse penser que du coup, tu ne suis pas de programme, enfin tu programmes pas tes séances, alors que c'est très important quand on veut avoir des résultats en musculation de programmer ses séances pour savoir combien de séries on fait, quelle charge on utilise. Pourquoi c'est important? Parce que il va falloir essayer, et ça va être vraiment très important, de progresser de séance en séance. Donc progresser que ce soit au niveau du nombre de répétitions, au niveau de la charge utilisée sur les exercices. Mais si on fait tous les jours, si on fait à chaque séance la même chose, même répétition, même charge, on ne pourra pas progresser. Si on ne progresse pas sur des entraînements, on ne progressera pas au niveau de sa silhouette. Et d'ailleurs, si ton objectif aussi est de progresser par exemple au foot au niveau du cardio, j'imagine que si tu as un prépa physique, un coach ou quoi, il cherche à te faire progresser au niveau du cardio. Il va pas te faire courir tout le temps au même rythme. Il va essayer petit à petit, semaine après semaine, de te faire progresser pour t'améliorer en fait et pour améliorer ensuite tes compétences sur le terrain de foot. C'est la même chose, que ce soit muscu, cardio, voilà, il faut chercher à progresser. Si tu progresses pas, tu vas vite stagner. Donc c'est peut-être d'ailleurs, on met peut-être le doigt sur une des causes de pourquoi est-ce que tu stagnes en silhouette, c'est que tu ne cherches pas à progresser au niveau de tes entraînements. Pas suffisamment en tout cas. Et en plus de ça, si on fait tout le temps la même chose, c'est très dur de rester motivé dans le temps et de pouvoir quantifier si oui ou non on évolue aussi. Et ça, on peut vite se lasser et arrêter malheureusement. Maintenant, au niveau de ton parcours, Céline, tu expliques que tu as toujours été mince dans ton enfance et dans ton adolescence, même si tu as toujours eu les cuisses un peu plus grasses que le reste de ton corps. Donc ça veut dire que tu stockes principalement ton gras au niveau des cuisses. Et ça c'est très courant, moi c'est mon cas aussi, je stocke même quand même dans les périodes où j'ai été la plus sèche, j'avais par exemple le ventre très très sec, le buste sec
Et puis les cuisses un petit peu grasses, voilà. Après c'était pas inesthétique, hein, mais c'est très courant au niveau des femmes de stocker dans le bas du corps. Et c'est pas un mal en soi. Hein. Plus jeune, je ne faisais pas attention à ce que tu mangeais, t'avais un petit appétit, mais tu grignotais pas mal. Je pense qu'on l'a tous fait quand on était ado ou enfant. Hein. Tu as toujours aimé le sport, même si tu ne pratiquais pas de manière régulière. J'ai commencé à prendre du gras quand je me suis installée en couple vers 24 ans. Et ça aussi, c'est très courant parce que on a tendance à vouloir manger la même chose et on se rend pas compte qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc moi par exemple ça m'est arrivé aussi quand j'ai commencé à vivre avec Alan, j'ai pris du poids parce que je voulais manger autant que lui. J'ai découvert que je pouvais manger de grosses quantités désormais, même plus que mon conjoint qui fait 20 cm de plus en hauteur que moi et 20 kg de plus. Et parce que l'appétit c'est pas forcément corrélé avec la silhouette. Ça c'est très changeant aussi en fonction des personnes. C'est encore plus important d'ailleurs de bien répartir ses repas sur la journée et de sélectionner des aliments rassasiants pour les personnes qui ont un gros appétit. Hein, t'es d'accord ? Je mangeais très mal du fait d'un rythme de vie soutenu. J'ai eu une prise de conscience il y a bientôt 3 ans. J'ai repris le sport, fitness avec charge faible de 3 kg. Je m'y suis tenue pendant 1 an et demi. Les résultats ont été là au début mais très vite j'ai stagné. Oui parce que comme je vous disais, si on ne cherche pas à progresser au niveau des charges, des répétitions de séance en séance, eh bien il n'y a pas de changement au niveau de la silhouette. Et donc c'est la raison pour laquelle tu as stagné. Pas d'évolution ni de la balance, ni des mensurations, ni de la silhouette, malgré d'avoir essayé d'augmenter les charge et l'intensité, mais 2-3 kg ce n'est pas suffisant et il faut programmer ces séances pour être sûr de faire les choses comme il faut. D'ailleurs tu me dis voilà peut-être pas assez. J'ai eu des petites blessures qui m'ont seulement demandé d'adapter mes entraînements pendant 2-3 semaines. Les blessures ça arrive malheureusement, faut faire attention du coup à bien exécuter ces mouvements. J'ai eu du mal à reprendre un rythme régulier à cause de déménagement, mariage à préparer, arrivée du chien et aussi peur de me blesser à nouveau. C'est sûr que beaucoup de changements dans notre vie parfois viennent un peu perturber nos habitudes d'entraînement. Moi je le vois là avec grossesse, accouchement, déménagement. J'ai du mal à reprendre le rythme. J'ai dû par exemple interrompre mes entraînements pendant 2-3 jours là, le temps de bien déménager. Déjà parce que j'ai plus accès à ma salle de sport. Puis parce que on pouvait pas tout faire non plus. Mais c'est important de s'y remettre tout de suite après parce que plus on laisse comme ça le temps s'installer, plus c'est encore plus dur de reprendre. Donc il faut faire les choses progressivement comme tu dis, mais c'est important de s'y remettre direct. Voilà, aujourd'hui je m'y remets en reprenant progressivement sur l'intensité et la charge et ça c'est très bien de vouloir faire les choses progressivement à ton rythme mais de le faire quand même. Maintenant les questions, Céline tu as 2 questions. La première c'est je n'arrive pas à déterminer d'où vient ma stagnation, intensité des entraînements ou alimentation, mauvais calcul des kilocal. J'ai du mal à savoir combien de calories je dois manger. Donc déjà au niveau de combien de calories tu dois manger, moi je te recommande pas de continuer ton déficit calorique. Tu n'es pas vraiment un déficit calorique d'ailleurs. Tu avais l'intention de faire un déficit calorique mais en pratique ce n'en est pas un. Et ça tombe bien quelque part parce que moi je te recommande pas au vu de ta silhouette, au vu de ton bon ratio taille-poids d'essayer d'en faire un. Même si tes objectifs c'est de perdre du gras, moi je te recommande vraiment de te focus sur une recomposition corporelle, c'est-à-dire vouloir prendre du muscle et perdre du gras en simultané. Et ça demande d'être à maintenance calorique et de t'entraîner, de chercher à progresser à l'entraînement. Donc du coup si on résume, en cherchant à être à maintenance calorique, en faisant les corrections nécessaires sur la répartition des macros. Moi je te recommande quand même d'essayer de mieux répartir sur la journée, surtout si tu as un gros appétit, ça t'aidera. Et ensuite, essaye de faire une reverse diet en augmentant progressivement tes glucides et en surveillant ce qui se passe au niveau de ton poids. Le but c'est d'être à maintenance calorique, donc d'être stable au niveau du poids et en parallèle de ça, focus entraînement musculation, minimum 3 par semaine, en cherchant à progresser de séance en séance. Voilà en gros moi ce que je te recommande et qui te permettrait vraiment de débloquer ta situation. Maintenant au niveau de la deuxième question, je dépasse très souvent en lipides lorsque je calcule mes kilocals sur une journée. Je ne parviens pas à me passer du fromage. Est-ce que ça peut bloquer ma progression ? Manger trop de lipides, ça peut avoir des répercussions bien sûr sur la prise de gras, la silhouette et tout ça. Par contre, manger du fromage, non, parce que
c'est pas manger du fromage qui est un problème en soi, c'est combien tu en manges. Et c'est vrai que 100 g de feta, tu peux pas le manger à tous les repas parce que c'est quand même une quantité assez importante. Moi, je te recommanderais, si tu aimes vraiment le fromage, de te diriger vers des fromages qui sont un peu moins gras. Déjà, il en existe. Par exemple, si vous m'avez suivi pendant ma série sur la sèche, tous les matins, je me faisais une tartine, une bruschetta avec de la mozza, du jambon jusqu'à la fin et j'ai quand même réussi à sécher, donc le fromage n'est pas du tout un problème. Bon, maintenant aujourd'hui j'évite les produits laitiers par rapport à ma sclérose en plaques, vous savez si vous me suivez, mais en soi il y a des fromages qui s'intègrent parfaitement dans une diète même en sèche, donc c'est pas du tout un problème, c'est plus les quantités en fait qu'il faut vraiment réfléchir. Moi je te recommande, comme tu programmes tes entraînements, de mieux peut-être anticiper ta répartition sur la journée, ce que tu manges. De cette manière, tu auras plus de liberté à intégrer du fromage midi et soir dans des quantités raisonnables qui rentrent sur la journée dans ta fourchette de lipides par jour recommandée par rapport à ton poids de corps. Donc voilà par rapport à ton inquiétude par rapport au fromage. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes si vous vous retrouvez dans le profil de Céline, ben j'espère que ça aussi, ça pourra vous être utile. Oh, oui, bye. Bye, mon nounou. Qu'est-ce qu'il est mignon, il a changé, il a grandi. Eh oui, il a bientôt 2 mois, mon nounou. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler un peu du déménagement, mais aussi de où j'en suis au niveau de ma transformation postpartum. On se retrouve dans un vlog mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.